Ça y est les amis, nous sommes rentrés de plein pied en 2026 et je voulais bien évidemment commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année remplie de santé, ça va de soi hein, et c'est ce qu'il y a de plus vital, mais de moto aussi quand même, il faudrait se faire plaisir sur cette année, c'est important. Et la sécurité c'est aussi quelque chose de fondamental. Et puis après pour le reste, je vous laisse faire votre petite sauce. Nous avions conclu 2025 avec deux vidéos un peu top hein, sur les 10 motos qui m'avaient le plus marqué pendant cette année et aussi les Roadsters TV Awards, ces espèces un petit peu de récompenses dans lesquelles on a parlé de plein de catégories différentes. J'espère que ça vous a plu et il est désormais temps de porter notre regard vers l'horizon, le futur, l'avenir. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble le top 10 des machines qui me créent le plus d'envie, d'attente, de curiosité, d'excitation pour 2026, mais aussi pour le futur. Puisque vous allez voir que on va évoquer des machines dont on ne sait pas toujours forcément quand elles vont sortir. On sait qu'elles sont prévues pour arriver dans les 2 prochaines années, et ça pourrait très bien être 2026, mais vu qu'on n'a pas de date officielle, ça peut aussi ramener à 2027, mais en tout cas, ça va être une possibilité pour nous de commencer cette année en regardant un petit peu ce que l'industrie de la moto nous prépare et à quel point ça va être très chouette. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on commence avec la 10e place de ce classement, avec une machine qui, je le sais, va faire énormément de débats. Et il est vrai que quand j'en ai découvert moi-même la fiche technique, je vous avoue que j'ai été un peu déçu. Mais cela n'empêche quand même que j'ai envie de savoir où est-ce que le constructeur va aller avec cette proposition et dans quelle direction ils vont le faire et surtout est-ce que la machine va avoir du succès. Cette moto, c'est la Honda WN7. Et oui, la première machine électrique de grosse cylindrée d'un constructeur majeur, proposée donc par Honda, le plus grand constructeur de motos au monde. Et comme je vous le disais, cette machine, elle a provoqué un petit peu, on va dire un tollé, puisque déjà de base, les motos électriques ne sont pas forcément les mieux accueillies, on va dire, par les motards. Mais alors c'est vrai que lorsqu'on a vu les caractéristiques de cette moto, on s'est quand même posé énormément de questions. Et en réalité, il est vrai qu'il y a eu même un petit downgrade entre les bandes annonces qu'on avait vues et puis les caractéristiques finales de la machine. Donc cette WN7 finalement qui est, je vous le rappelle, la moto électrique de grosse cylindrée, puisque les Ninja 1 et Z1 ne peuvent pas être catégorisés là-dedans, réalisée par un constructeur principal. Et donc vous le voyez, nous avons 140 km d'autonomie certifiée, 50 kW de puissance maximale, 30 minutes de temps de charge, mais surtout 15 000 euros. 15 000 euros pour une machine qui, il est vrai, ne dépasse pas les 65 chevaux. J'ai plus l'équivalence exacte en tête, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup pour une machine qui, vous voyez, 18 kW, 50 kW max. On a même une version qui est donc compatible avec le permis A2 et c'est vrai qu'effectivement quand vous allez voir les caractéristiques de la machine, on retrouve en fait quelque chose qui est assez curieux et pour moi difficile à faire passer, c'est que les deux motos en version 11 kW et en version standard valent le même prix. C'est donc en fait exactement la même machine, mais ne pas proposer une différence en fait tarifaire qui justifie de se dire j'ai une moto plus puissante, et bon, on est quand même sur des motos qui font 129 km/h de vitesse maximum, un 0 à 50 mètres en 3,9 secondes, on parle même pas de 0 à 100, bref, ça n'empêche que je suis quand même extrêmement curieux de savoir ce que ça va donner, puisque ça reste quand même un grand pas en avant pour un constructeur majeur comme Honda, de proposer une machine électrique. C'est un gros risque, et du coup, écoutez, elle fait partie de ce top 10, peut-être pas nécessairement pour les meilleures raisons, mais c'est aussi ça d'être impartial dans le monde de la moto, c'est de tester ce qui peut être un énorme succès, et aussi ce sur quoi on a quelques doutes et quelques questions supplémentaires, mais ainsi va la vie. Nous passons désormais au top 9, alors là avec une machine qui n'a pas été annoncée. Ce qui a été annoncé, c'est un brevet. C'est un brevet qui a un nom déposé, qui a fait pas mal couler d'encre, et je voudrais revenir quelque peu dans le passé pour vous rappeler à une moto qui a quand même fait les beaux jours d'un constructeur, un constructeur qui n'est pas des moindres, puisque cette moto, il s'agit de l'Aprilia RSV 1000. Et alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette machine? Tout simplement parce que Aprilia a déposé un brevet pour le nom RSV 1000, et alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? A priori, l'idée du constructeur de Noailles serait de proposer une machine sportive milieu de gamme, donc qui viendrait un petit peu s'intercaler entre la RS 660 et la RSV 4
pour avoir, eh bien, justement, une sorte de compromis comme ça. Regardez, on reprend ici l'article de Caradisiac qui nous en parlait, hein, avec cette machine qui, il est vrai, à l'époque, était magnifique. Et vous voyez, ils expliquent, hein, que le nom RSV1000 résonne comme une Madeleine de Proust, hein, pour les fans d'Aprilia et de Superbike. Et effectivement, Piaggio a déposé en mars 2025, hein, déjà, la marque RSV1000 aux États-Unis pour une exploitation dès 2025. Alors c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas eu de grosses nouvelles à ce niveau-là, mais c'est Piaggio, c'est pas non plus Ducati ou Honda ou quoi que ce soit, donc ils prennent aussi un petit peu leur temps. Et effectivement, une RSV 1000 avec un V2 entre 900 et 1000 cm3 et 140-160 chevaux, ça pourrait être très intéressant parce que ça placerait cette machine dans une catégorie quasiment seule, quasiment unique dans son segment, puisqu'il n'y a pas véritablement de sportifs qui sont dans ces eaux-là. On va retrouver chez les Chinois des choses qui commencent à s'en approcher, avec notamment la SRK 1051RR chez QJ et aussi peut-être potentiellement chez MV Agusta, petite F3, mais là on est vraiment dans un autre domaine en termes financiers. Donc moi je suis extrêmement intéressé de voir si Aprilia va effectivement tenter de dégainer ce genre de carte, parce que c'est un constructeur qui n'a pas forcément les mêmes moyens financiers à sa disposition, et du coup ce serait quand même extrêmement ballsy, très courageux de leur part de se lancer avec un segment qui pourrait ne pas fonctionner ou être un énorme succès. Eh bien écoutez, on verra ce que l'avenir nous prépare. Nous passons à la 8e place de ce classement avec cette fois-ci une machine bien réelle qui a été présentée et qui a été peut-être un petit peu éclipsée par une autre annonce du même constructeur pendant le même événement, à l'EICMA 2025 si vous me suivez, mais pourtant cette machine, elle est extrêmement importante pour ce constructeur, parce qu'en fait, elle représente un step énorme en termes de légitimité, de crédibilité de la part de cette marque, et aussi eh bien, une continuation dans le développement de solutions internes. Vous allez très vite savoir de quoi je parle, puisque la machine dont eh bien, je souhaite évoquer désormais un petit peu le nom, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que la CF Moto 1000 MTX, donc le nouveau trail gros cœur de CF, une machine qui m'a l'air extrêmement intéressante de par déjà une architecture qui est faite maison, un bicylindre de 115 chevaux qui va très probablement eh bien, venir concurrencer des motos comme l'Africa Twin, avec des prétentions qui ont l'air très orientées vers le off-road, et surtout des solutions techniques qui m'ont l'air eh bien, super intéressantes, puisque cette machine eh bien, va intégrer, ne serait-ce qu'au niveau de la technologie, beaucoup de choses ultra intéressantes. Si on va faire un petit tour sur le site de CF Moto, déjà on voit que les images font rêver, hein. On est sur une bécane qui a l'air vraiment prévue pour aller affronter eh bien, les aventures, le off-road. 1000 MTX, le X est toujours pour les machines les plus extrêmes à ce niveau-là. Et vous le voyez, on est sur un moteur de 111 chevaux, 105 Nm, donc on est véritablement sur quelque chose qui est eh bien, très proche d'une Africa Twin. Et ensuite, eh bien, le châssis très bien positionné, la machine est quand même relativement légère, hein, et après beaucoup de technologie avec l'écran TFT 8 pouces, avec du contrôle de traction, de l'ABS, régulateur de vitesse, poignée selle chauffante, enfin la machine est vraiment très bien dotée, et du coup, eh bien, c'est vraiment un passage dans un autre domaine pour CF Moto, puisque bah, en fait, la marque chinoise n'avait à ce jour pas encore eh bien, de machines de plus de 1000 cc en fait. Ils étaient dans des gammes comme la 800, comme la NK, la MT, mais on n'était pas allé plus loin que ça. Et donc c'est très intéressant de voir un petit peu comment ils vont évoluer à ce niveau-là. Et moi, c'est une machine que j'ai très envie de tester. Nous passons à la 7e place de ce top avec une moto qui n'a pas été annoncée non plus. Mais écoutez-moi. Je pense qu'il y a de grandes chances quand même qu'on voit débarquer cette machine peut-être en 2026 ou peut-être en 2027. C'est encore discutable, mais le constructeur potentiellement derrière cette machine s'est mis bille en tête de révolutionner complètement ses gammes, avec une annonce sismique de mise à jour et de nouveaux modèles comme on n'en avait jamais vu dans le monde de la moto. Cette marque, vous l'aurez deviné, c'est bien évidemment le britannique Triumph, et la machine dont j'ai envie de parler, eh bien c'est le retour d'une potentielle Daytona, une vraie sportive qui viendrait eh bien, un petit peu remplacer la Daytona 675, paix à son âme, une machine qui était extrêmement appréciée. Et je suis actuellement sur la page de Triumph parce qu'on est toujours sur cette fameuse annonce 2026 Unleashed, sur laquelle, eh bien regardez, on a déjà eu beaucoup de modèles qui ont été présentés, les fameuses TXP électriques,
les nouvelles Scrambler, les Bonneville, la nouvelle Trident 800 bien évidemment, les Tiger 1200 Désert et Alpine Edition, de la 900, les nouvelles Street Triple, 765 RX et Moto 2, la Tiger Sport 800 Tour, les Thruxton et Tracker 400, de nouvelles machines, mais il reste encore 5 modèles non annoncés. Et vous savez, dans toute communication marketing à mon sens, il faut toujours réussir son entrée et sa sortie. On peut avoir un ventre mou dans le milieu, mais en règle générale, il faut quand même finir avec un feu d'artifice. Et il reste 5 modèles à annoncer chez Triumph. Et je ne vois pas dans quel monde, avec la montée des gammes sportives mid-size, on ne pourrait pas voir un retour en grâce de cette machine, de la Daytona. Ici, ce ne serait pas une 675, mais probablement une 765 sur la base du moteur de la nouvelle Street Triple. Et vraiment, pour le coup, Triumph, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont le châssis, ils ont les solutions techniques, ils savent faire en plus. Donc, pourquoi est-ce qu'ils hésitent? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se lancer? Il y a peut-être une peur rationnelle, on va dire, de ne pas vouloir aller chercher trop des risques financiers. Mais je ne vois vraiment pas à quel moment ça pourrait être le cas parce que on est vraiment face à un risque qui serait extrêmement calculé. Dans le sens où tout le monde attend une Daytona 765. Alors, entre tout le monde attend et tout le monde achèterait, il y a des fois un monde. Mais là, je vous avoue quand même que je pense que ça pourrait vraiment fonctionner, d'autant plus que Triumph ne sont pas les derniers pour faire des rapports qualité-prix intéressants. Donc, à mon sens, il y a vraiment quelque chose à jouer. Et j'espère qu'on va voir débarquer une Daytona 765 pour 2026 ou 2027. Mais quelque chose qui me dit que ils vont pas passer à côté de cette occasion Triumph. On verra bien si l'avenir me donne raison ou pas. Nous allons conclure la première moitié de ce top avec, eh bien, encore une machine qui n'a pas été annoncée. Mais attention, attention. Là, on a quand même déjà beaucoup d'éléments et on commence à savoir concrètement à quoi la machine va ressembler. C'est une idée, un concept qui a été présenté, mais qui préfigure de l'avenir d'une gamme déjà connue. Donc, clairement, il n'y a pas de doute qu'on se dirige vers ça, plus ou moins. On va être dans ces eaux-là. Et c'est bien évidemment une des bécanes qui sont les plus en vue, les plus intéressantes, parce que elle règne aujourd'hui dans sa catégorie comme la machine la plus vendue, hein, et c'est vraiment très impressionnant quand on voit que le constructeur qui la propose, c'est pas le constructeur le moins cher du monde, et pourtant cette moto continue à caracoler en tête des ventes au niveau de son segment. Il s'agit tout simplement de la BMW S1000RR Concept, tout simplement le futur de la S1000 RR, ni plus ni moins, avec une nouvelle apparence qui a l'air véritablement ultra énervé. J'adore les lignes qu'ils ont envisagées. S'ils les conservent, ce serait vraiment formidable. Alors là, on est sur un modèle pré-série, avec du carbone de partout. Vous voyez qu'on a des étriers Brembo GP4RX, donc des choses qui sont clairement pas sur le modèle final, avec des détails qui m'ont l'air ultra intéressantes. La façon comme la coque arrière est taillée, je la trouve formidable, vraiment très belle. On est sur un modèle qui pourrait effectivement révolutionner peut-être un petit peu la formule chez BMW. On le sait, aujourd'hui, le constructeur allemand est extrêmement bien placé là-dessus. La S1000RR est la leader incontestée des ventes d'hypersportives dans le monde. C'est une machine qui fonctionne excessivement bien, ils ont des parts de marché absolument folles. Et du coup, qu'est-ce qui va ressortir de cette nouvelle moto? Est-ce qu'ils vont réussir à aller dégager encore plus de puissance du 4 cylindres en ligne avec la technologie Shift Cam? Est-ce qu'ils vont conserver toute cette ligne qui, il est vrai, fait son charme avec cette espèce de maquillage doré, j'aime bien l'appeler ce maquillage doré là qui vient sublimer un petit peu les phares. Il est vrai qu'effectivement j'avais été un peu chafouin lorsque BMW avait fait le choix de repartir sur une optique symétrique pour leur hyper sportif, parce qu'il est vrai que les S1000RR d'origine je les trouvais vraiment très charmantes avec ce côté un peu boxeur, un peu rablé, mais là on passe dans un truc qui me plaît beaucoup et qui a plus d'identité, plus de charme à mon sens que l'ancienne, avec ici vous voyez encore une fois cette coque arrière qui est vraiment magnifique, le carbone à tous les étages, les espèces de petites ailettes comme ça. J'espère vraiment que la version finale de la machine conservera un maximum de ces détails, et en tout cas c'est une moto que j'ai vraiment hâte de voir arriver, parce que mine de rien, il y a moyen que ce soit vraiment ultra intéressant. Est-ce qu'ils vont être dans une simple continuité, ou est-ce qu'ils vont réussir à vraiment pousser les choses au plus loin de façon à avoir quelque chose qui marche vraiment? Ça, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, je suis quand même excessivement
chaud, on va dire, pour découvrir un petit peu cette nouvelle machine. Donc, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Nous allons maintenant rentrer dans la deuxième partie de ce classement, hein, dans la deuxième moitié. Et vous allez voir que là, il y a quand même des trucs ultra intéressants. Et pour commencer, je voudrais évoquer une machine qui a été présentée, commence un petit peu à faire parler d'elle, et on ne sait pas si elle va arriver en 2026 en Europe en tout cas, parce que c'est une moto qui existe déjà plus ou moins hein, dans sa forme finale, et qui fait partie d'un constructeur qui, eh bien, monte un peu comme ça, on l'a dans le viseur, de plus en plus de gens en parlent, et il fait parler de lui avec des machines qui intéressent beaucoup. Cette marque, c'est QJ Motor, et la machine dont il est question, c'est la 1051 RR. Je m'excuse hein, ici pour la voix off, et donc voici hein, cette sportive qui serait donc la plus puissante hein, de la gamme du constructeur chinois, avec une ligne vraiment ultra racée, moto qui développerait 144 chevaux, donc on est quand même loin de ce que les hyper sportifs standards sont en mesure de proposer, mais on serait potentiellement aussi sur un prix beaucoup plus intéressant. Et donc, bon, l'appeler une superbike ou une hyper sport me semble être un petit peu exagéré dans la mesure où ça reste quand même une machine entre 140 et 150 chevaux, mais par contre, elle pourrait être extrêmement intéressante pour toutes celles et ceux qui veulent eh bien, quelque chose d'un petit peu différent, avec des détails qui sont très intéressants. Regardez cette sortie d'échappement qui est vraiment différente, le travail qui a été fait sur la face avant qui est faite par un designer italien hein, d'ailleurs, ils sont allés vraiment chercher des grosses têtes d'affiche pour pouvoir faire des choses qui sont quand même assez impressionnantes. Donc, il y a moyen que cette moto eh bien, fonctionne très bien. Par contre, effectivement, ce ne sera pas une concurrente directe à des ZX10R, S1000RR et SV4, mais potentiellement une machine qui pourrait se placer un peu au-dessus de la SRK 921, un petit peu au-dessus eh bien, de tout ce qui est Panigale V2, RC 990R, et dans un format un petit peu différent. Donc, je pense que ça peut être extrêmement chouette, et on verra bien, eh bien comment ça évolue. Mais en tout cas, ça promet d'être très intéressant, et comme je vous l'avais dit, il y a des chances pour que je puisse vous faire des essais de QJ Motor dans l'année 2026 en partenariat avec la CIMA, l'importateur officiel. Donc on verra bien ce que ça donne. Quatrième place. Alors, je regarde l'avenir, mais là je vous avoue que je le regarde un peu loin. Parce que les probabilités que cette machine sorte en 2026 sont de l'ordre de 0. Et qu'elle sorte en 2027 sont aussi très proches de l'ordre de 0. Mais néanmoins, il est de notre devoir, en tant que motards et motards intéressés par l'actualité du monde de la moto et de l'évolution de l'industrie de la moto, de considérer cette machine, puisque le jour où cette moto va débarquer, elle va littéralement révolutionner un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, ici, on parle de carburant et d'énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde de la moto, on a d'un côté le thermique, qui est très largement majoritaire, à plus de 95%. On a l'électrique qui commence un petit peu à faire ses premiers pas avec des constructeurs déjà bien implantés comme Zero Motorcycle. Energica, bon malheureusement ça s'est pas passé comme ils le voulaient, mais ils sont encore un peu présents. Et on a aussi l'hybride qui commence un petit peu à arriver avec notamment eh bien, toute la partie on va dire Kawasaki hein, avec les Z7 hybrides, les Ninja 7 hybrides. On commence à voir arriver des choses. Mais il est une énergie sur laquelle les constructeurs japonais majoritairement sont en train de travailler et qui pourrait venir un peu bouleverser la façon comme on conçoit les moteurs. Il s'agit de l'hydrogène. Et l'hydrogène aujourd'hui, ce n'est définitivement pas une solution qui est à jeter puisque Kawasaki travaille effectivement actuellement sur une machine, la H2 HYSE, H-Y-S-E, qui est eh bien, la pionnière, l'avant-front de la recherche dans le domaine de l'hydrogène. Et vous voyez qu'on retrouve en fait finalement les lignes d'une H2SX avec ces deux grosses valises qui sont ni plus ni moins que des bonbonnes d'hydrogène. L'hydrogène serait ici utilisé non pas comme une pile à combustible comme c'est le cas sur des véhicules électriques, mais véritablement comme eh bien, du carburant à temps plein, vraiment du carburant à part entière. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur une machine comme la H2SX, eh bien, il n'y a aucune modification à faire au niveau du moteur pour accepter un mélange air-hydrogène. La seule chose qu'il faut faire, c'est mettre les injecteurs directement à l'intérieur des cylindres puisque l'hydrogène est le gaz le plus poreux. Tout est poreux pour de l'hydrogène, c'est le gaz avec les plus petites particules, donc en fait ça passe à travers tout. Mais à partir du moment où vous mettez les injecteurs directement dans les cylindres, ça permet de déclencher des explosions, ça permet théoriquement d'avoir plus de puissance que eh bien, du carburant standard. Et sur les émissions,
c'est plus propre. La fabrication de l'hydrogène, c'est une autre histoire, mais encore une fois, de la même façon que l'électrique, j'entends beaucoup de personnes me dire souvent « Oui, mais l'électrique, c'est polluant, c'est plus polluant même que le carburant. » Il ne faut pas oublier quelque chose, l'électrique est une technologie qui est très récente. Aujourd'hui, la façon de créer de l'électrique, c'est une façon qui va être plus polluante potentiellement, mais il y a énormément d'évolutions à faire. N'oubliez pas que les moteurs d'aujourd'hui sont 1000 fois moins polluants que ceux d'il y a 60 ou 80 ans, mais il a fallu 60 ou 80 ans pour qu'on y arrive. Donc, cette H2 Eyes, elle préfigure du futur aussi, d'un des futurs de la moto, utilisant l'hydrogène comme carburant. La raison pour laquelle aujourd'hui on a ces énormes valises à l'arrière qui contiennent les bonbonnes, c'est parce que on n'est pas encore en mesure, mais c'est en cours, de développer des réservoirs complexes, donc comme on a sur les motos qui accueillent en fait l'essence, parce que l'hydrogène a une tendance avec la pression à arrondir, à ovaliser les réservoirs, et donc c'est la raison pour laquelle on a ces bonbonnes qui sont placées à l'arrière de cette H2 Eyes, qui sont ni plus ni moins que des bonbonnes de Toyota Mirai, une voiture qui utilise déjà le carburant comme source de déplacement, l'hydrogène, mais il y a tout à fait la possibilité de développer ce système, et comme je vous dis, il y a des sociétés qui sont déjà en train de mettre au point des réservoirs complexes pour accueillir de l'hydrogène, donc ça va être extrêmement intéressant, et pour toutes celles et ceux qui se posent la question de la sécurité, des explosions de ce type de carburant, ils font des tests avec des fusils à pompe pour vérifier que les bonbonnes tiennent bien. Donc ne vous inquiétez pas, la sécurité ce sera pas un problème. Aujourd'hui on ne se demande pas si une voiture ou une moto peut brûler avec l'essence qui est à l'intérieur alors que c'est un matériau inflammable. Donc rassurez-vous, tout ça ce sont des choses qui viennent à qui sait attendre. Mais en tout cas, ça me paraissait extrêmement intéressant de le nommer. Nous arrivons au top 3 de ces 10 motos les plus attendues pour 2026 et l'avenir. Et alors là, c'est du concret. Vous inquiétez pas, c'est du concret, c'est du très concret, ça arrive là, c'est imminent et c'est une machine qui, quand je l'ai découvert avec vous d'ailleurs, en live, sur une conférence live, elle m'avait fait une très très forte impression. C'est une moto qui me fait chavirer un petit peu, j'adore, et c'est un peu la version la plus ultime d'une machine que j'ai déjà eu l'occasion de tester et qui est vraiment vraiment extrêmement charmante, et je pense que le jour où j'ai la possibilité de mettre la main dessus, il va y avoir quand même peu de chances que ce soit le cas, ou alors peut-être parmi l'un d'entre vous, ce serait vraiment très très cool. Il s'agit ni plus ni moins de la toute nouvelle Diavel V4 RS chez Ducati, la moto chez le constructeur italien qui a le 0 à 100 le plus rapide de son histoire, ce qui n'est quand même pas rien. Et quel dragster, regardez-moi la gueule de cette machine, elle est absolument magnifique, totalement recouverte de carbone, et je suis totalement ultra chaud à l'idée de pouvoir un jour la tester, voir ce qu'elle donne, parce que ça reste quand même un petit bijou. Alors à 40 000 € le morceau quand même, mais regardez-moi ces lignes, elle est incroyable. Ils ont fait un travail phénoménal en la mettant complètement revêtue de carbone, avec bien sûr tout ce qui va être all-ins à l'avant, à l'arrière, enfin ils ont fait tout le travail et puis ils l'ont vraiment bossé, ils lui ont mis le moteur Stradale de la Panigale et elle est capable d'abattre le 0 à 100 en moins de 2,5 secondes, ce qui est phénoménal. Et en fait aujourd'hui, la Ducati avec le 0 à 100 le plus rapide de l'histoire, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que ça donne. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de voir ce que ça donne. La machine, tant au niveau esthétique qu'au niveau de ce qu'elle véhicule comme sensation, me paraît extrêmement intéressante. Et oui, encore une fois, pour toutes celles et ceux qui viennent évoquer cette fameuse histoire de X-Diavel que je n'avais pas voulu tester parce qu'elle dégageait beaucoup de chaleur, la position des pieds joue beaucoup, et on va s'en rendre compte puisque très bientôt, normalement, je devrais pouvoir vous tester une X-Diavel en format roadster et pouvoir vous dire si oui ou non ça fait une diff. Mais pour moi, c'est le cas parce qu'on avait vraiment les mollets de chaque côté du bloc moteur et ça rendait les choses vraiment très compliquées à vivre, d'autant plus en été. Deuxième place de ce classement, au top 2, se retrouve une machine que vous auriez peut-être imaginée au top 1. Et oui, mais pourtant, ce n'est pas elle que j'attends le plus pour 2026, même si je l'attends fiévreusement et elle a figuré parmi l'intégralité de mes tops de fin d'année. Vous le savez très bien et vous savez vers quoi on se dirige. Il s'agit bien évidemment de la toute nouvelle CF Moto V4 SR double R, l'hyper sportif du constructeur chinois qui risque très fortement de changer la donne, de changer le braquet, de faire réagir tous les autres constructeurs, tant cette machine risque de faire bouger les lignes avec une moto qui va être absolument folle en termes
de performance, hein, puisqu'on annonce 212 chevaux, soit du jamais vu chez le constructeur. Hein, c'est plus du double de ce qu'ils avaient réussi à proposer jusque-là dans un V4 maison, une architecture en plus qui n'est pas facile à développer. Et c'est une moto qui porte à la fois les promesses d'être une machine ultra excitante, parce que forcément une hyper sportive, on est toujours très content, mais aussi avec des grandes innovations comme cette aérodynamique adaptative que vous venez de voir avec ces ailerons qui bougent en temps réel, avec un rapport qualité-prix qui sera très probablement lui aussi à la hauteur de ce que CF Moto nous a toujours proposé, et donc qui risque de menacer très fortement les autres constructeurs, de les faire réagir, de les faire bouger avec une proposition nouvelle. Et c'est vrai qu'effectivement jusque-là, peut-être que la plupart des marques se disaient que CF Moto c'était un constructeur à surveiller, mais pas forcément un rival 100% équivalent sur toutes les gammes. Mais là, avec une machine de 1000 cc et qui développe 212 chevaux, on rentre dans un autre domaine. Donc cette V4 SRWR, je ne sais pas si elle arrivera en 2026. Je pense que on est plus parti vers quelque chose qui sortira probablement en 2027. Mais si c'est en 2026, je serai extrêmement ravi de pouvoir vous l'essayer. Si j'arrive à mettre la main dessus, il faudra voir si elle est facile à trouver ou pas. Et voici le top 1. Et alors, pour quelle raison est-ce que cette moto n'est pas apparue avant ? Parce que certains vont dire, mais attends, mais tu l'as complètement oublié, cette machine, alors que pourtant elle a fait une sensation de fou quand on en a parlé, quand on l'a découvert. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas en parler ou que je l'avais oublié. C'est simplement que cette moto, pour moi, incarne tellement l'avenir que je ne me voyais pas en parler dans des vidéos qui concernaient 2025. C'est une moto qui est tournée vers le futur, dont on ne sait pas d'ailleurs si elle arrivera en 2026 ou 2027, et c'est très probablement l'une des deux annonces qui ont fait le plus parler à l'EICMA 2025, et il est vrai que c'est une machine qui m'attire encore plus que cette fameuse CF Moto V4 SRWR, parce que elle est plus dans mon carcan de machine que j'apprécie, et surtout parce qu'elle incarne, pour son constructeur, quelque chose de véritablement différent et révolutionnaire. Il s'agit bien évidemment de la Honda V3R, le 3 cylindres en ligne, compressé avec un moteur électrique, donc à commande électrique, qui va vraiment, je pense, faire énormément bouger les lignes, tant par la technologie qu'elle apporte, mais même au niveau du positionnement de la marque, puisque Honda, avec cette moto, dégaine quelque chose de très très nouveau, de très différent, et qui risque un peu de réécrire la philosophie du constructeur ailé, avec quelque chose de plus agressif, de plus sportif, de plus subversif, même dans l'esprit. Cette machine, elle a vraiment été pensée comme ça. Regardez, on a ici le compresseur, la turbine, et vous voyez que la moto, elle est ultra différente, ultra originale dans ses lignes, très très éloignée de ce que Honda nous a habitués, et aussi avec des performances qui ont l'air d'être extrêmement poussées. On nous annonce la compacité d'un moteur 900, puisque c'est un moteur 900, mais avec les performances d'une 1200 cc. C'est vraiment quelque chose que Honda a mis en avant. L'objectif du développement vise une puissance équivalente à celle d'un moteur de 1200 cc, tout en visant les performances environnementales les plus élevées possibles. Et on a des termes qui sont utilisés qui me semblent extrêmement marquantes pour Honda, développés dans l'esprit d'un manège à sensations. Chez Honda, c'est quelque chose qui est excessivement rare d'utiliser ce genre de termes. On parle de contrôle, de précision, d'harmonie. Le manège à sensation, ça nous donne une idée de ce vers quoi Honda veut tendre, avec notamment un indice qui était très très fort, qui était ce pneu arrière. C'est Power Cup 2 en 200 mm de large. Vous ne mettez pas 200 mm de large sur une machine qui fait 100 Nm de couple. Je vous le dis tout de suite, ça n'a aucun sens. 200 mm, c'est la taille d'une hyper sportive. C'est la taille d'un hyper roadster ultra énervé. Et donc du coup, on reste encore dans l'inconnu concernant cette V3R, mais c'est définitivement la machine que j'attends le plus, tant elle incarne sur le papier une promesse qui est folle et qui m'excite énormément, mais aussi un renouveau dans la philosophie de Honda, et très probablement aussi une volonté de commencer à réagir à la montée en puissance des constructeurs chinois. Donc ça va être super passionnant 2026, et le futur s'annonce radieux dans le monde de la moto, en tout cas avec toujours autant de passion de vous présenter ça, avec autant de plaisir. J'espère que ça vous plaît. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter définitivement. Et puis écoutez, on va se retrouver dans cette année 2026 dès les premiers jours avec énormément de contenu à vous proposer. Ne vous inquiétez pas, j'ai des tonnes et des tonnes de vidéos à vous partager, donc ça va être super chouette. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!